Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons ici parler de l'histosophie politique, l'histoire philosophique politique au service de l'individu. Alors, nous allons parler d'histoire, de philosophie et de politique. La trame est la suivante. Nous avons 7 points d'histoire, 7 points de philosophie, 7 points de politique qui vont nous aider à progresser dans un cheminement afin de comprendre ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre les conséquences d'un certain nombre de points qu'il est important, notamment pour les plus jeunes d'entre nous, de bien cerner et de bien comprendre. Le point numéro 1 de l'histoire pré-antique, pouvons-nous dire, l'individu est au centre de la société clanique. Il y a des espaces de paix équilibrés. Chaque clan vit en équilibre par rapport à l'autre dans un territoire vaste, avec une population peu dense et une nature abondante. Le point philosophique est que ces hommes et ces femmes vivaient dans une tradition chamaniste, l'individu élément de la nature, l'individu dans la nature et pas contre la nature. Au niveau politique, ce point 1, nous pouvons parler d'anciennes sociétés claniques, un communiste primaire de survie, où chaque individu compte dans un équilibre des forces. Il n'y a pas encore une hiérarchie marquée. Chacun compte dans le clan. Cette société idéale, qu'elle ait existé ou pas, n'est pas très importante. Pour nous, elle va représenter une sorte d'idéal. Dans une société clanique, chaque individu compte, chaque individu est au même niveau, homme, femme, chacun a son rôle. La société doit survivre face à une nature abondante, mais dangereuse, pas encore maîtrisée. C'est donc un communisme idéal, un partage des ressources pour la survie du clan. Le point numéro 2 de l'histoire est la complexification des sociétés. Et cela engendre le début de la différenciation des tâches. Le clan s'agrandit, il faut organiser les individus. Au niveau philosophique, nous allons commencer à rentrer dans l'invention des religions du sacré, le sacerdoce. L'individu devient le centre du monde, le centre du sacré. L'individu commence à se séparer de la nature et à ne plus se considérer comme faisant partie de la nature, mais comme devant la maîtriser et l'exploiter, ce qui est normal car la société grandit, nous avons besoin de plus de ressources et il faut organiser cela. Au niveau politique, le point numéro 2, donc, est le début de la hiérarchisation des fonctions sacerdotales et politiques. C'est-à-dire que la politique va commencer à s'organiser autour de la volonté de séparer les tâches, les fonctions, et petit à petit, une hiérarchie de violence va se mettre en place. Les plus intelligents, les plus forts vont s'organiser afin de maîtriser et de contrôler, entre guillemets, les plus faibles pour les protéger, certes, mais également les exploiter. Le point numéro 3 de l'histoire, c'est l'invention du monothéisme révélé.
alors c'est un point important, car c'est le début d'un nouvel ordre social. Ce monothéisme est très pernicieux, parce que, au niveau philosophique, ça veut dire que c'est le début de l'invention du messianisme, c'est-à-dire être choisi par le Créateur. Individuellement ou collectivement, nous sommes choisis, nous sommes élus par le Créateur de toutes choses. L'homme qui vivait avant dans le système clanique, au sein de la nature, dans le chamanisme, faisait partie de la nature. Il était la nature. Dans le messianisme révélé, dans la religion révélée, monothéiste, c'est un changement radical de paradigme. L'homme devient unique, l'homme devient l'image de son créateur, il est donc au-dessus de la nature. D'ailleurs, il a l'ordre de son créateur de maîtriser la nature et de l'exploiter. C'est le jardin d'Éden, n'est-ce pas, où l'homme est chargé de l'entretenir, de l'exploiter. Et cela va déboucher sur le péché originel. C'est un point crucial, car c'est la notion de punition qui est quasi inexistante dans les sociétés claniques primitives. On doit, même dans les anciennes sociétés nordiques d'ailleurs, la notion de punition est tout à fait liée à la notion de péché. Dans les sociétés primitives ou dans même les sociétés pré-chrétiennes nordiques, germaniques, celtiques, il n'y avait pas de notion de punition. Il n'y avait pas de notion de prison, d'enfermement. On devait tout simplement compenser sa faute. On devait compenser et réparer ce qu'on avait abîmé. Au niveau politique, le point numéro 3 est la création de la société de classe, qui débouchera sur toutes les révoltes messianiques. Alors, nous allons en parler parce que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. À partir du moment où nous avons une notion de péché, de sortie du paradis terrestre, l'homme et la femme sont à la recherche du paradis perdu. Notamment, par exemple, chez les protestants, en Afrique du Sud ou aux États-Unis, cette notion fut capitale, la recherche de la terre promise, la recherche du paradis terrestre. Et cette société va créer un système de classes, de sacerdoce, c'est-à-dire en fait, vous aurez les prêtres, ensuite les rois, et ensuite les travailleurs. Alors, ça ressemble aux classes indo-européennes, mais avec une grande différence, c'est le messianisme. Le messianisme, c'est quoi? C'est la recherche du paradis perdu. Pour un religieux, c'est la recherche au sens spirituel, d'une vie éternelle après la mort, ou c'est pas bien grave. Pour le non-croyant, pour l'athée, au niveau politique, c'est l'établissement d'un paradis terrestre, politique sur terre. Alors, bien évidemment, pour établir un paradis terrestre, il faut passer par une étape de contrôle de la population. C'est ce que le communisme ou tous les systèmes fascistes totalitaires ont fait. Dans le communisme, vous le savez, il y a 3 étapes: la révolution, la prise de pouvoir, le communisme, c'est-à-dire l'établissement d'une dictature afin d'éduquer les individus pour les rendre plus éveillés, intelligents,
Et ensuite, l'aboutissement est le socialisme, l'étape 3, où l'individu est donc suffisamment sage pour vivre en paix avec tous les autres individus. Ce socialisme n'a jamais existé. Toutes les dictatures messianistes, que ce soit de droite ou de gauche, se sont toutes arrêtées à la dictature. Mais elles ont toutes le même but, le même mécanisme, c'est une minorité d'élus, ceux qui savent, les sachants, qui vont prendre le pouvoir au nom du bonheur absolu de tous, afin d'établir une dictature pour nous purifier, pour nous éduquer, éliminer ceux qui sont totalement en opposition, bien évidemment, et ensuite délivrer le paradis terrestre. Bien évidemment, cela n'existe pas. Alors, le messianisme va être la mère de toutes les révolutions socialistes ou fascistes. Il faut bien comprendre ce point. Donc nous allons maintenant arriver au point numéro 4 de notre plan. Donc au niveau de l'histoire, nous allons... Alors, c'est des choix arbitraires, hein, bien évidemment, je fais un raccourci, hein, il faudrait des heures et des heures pour entrer dans chaque point. Mais le point numéro 4, j'ai choisi la guerre civile européenne, hein, la guerre de 30 ans. Pourquoi? Parce que cette guerre est une guerre qui va structurer l'Europe. C'est une guerre qui va mettre en place le droit public européen, c'est-à-dire la notion de nation souveraine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant la guerre de 30 ans, en Europe, il n'y avait pas de nation. Il y avait des territoires, il y avait des royaumes, il y avait des empereurs, mais Charlemagne était aussi bien à l'aise dans l'Allemagne actuelle que dans la France actuelle. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Il était dans son empire. Mais suite à la guerre de 30 ans, les nations vont être structurées et vont être dites souveraines. C'est-à-dire que l'Europe est une suite de nations souveraines qui vont d'ailleurs établir leur monnaie, établir leurs lois, et où les individus sont donc les représentants de la nation, et elles sont souveraines. Voilà, c'est un point important parce que cette souveraineté, nous l'avons perdue aujourd'hui. Donc, au niveau philosophique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le début, alors c'est un paradoxe qu'il faut bien comprendre, c'est le début de la perte de la liberté individuelle. L'homme commence à devenir interchangeable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes passés là radicalement de la société clanique où chaque individu compte pour le groupe, pour la survie du groupe, à l'établissement de la nation. Et dans la nation, qui a une réserve d'individus suffisante pour pouvoir en éliminer certains, en changer certains, l'individu devient un mécanisme de production pour la nation et au nom de la nation. Plus l'établissement de lois pour protéger l'individu monte en puissance, se complexifie, et en réalité, plus nous perdons notre liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas être interchangeable, être suffisamment précieux pour le groupe pour avoir le même niveau d'importance que tous les autres individus. Mais dans la société qui se hiérarchise, qui se complexifie, les individus en haut de la société ont une importance bien plus grande que les individus en bas de la société. Hein. Les sachants, ceux qui ont une connaissance, ceux qui ont une culture, ceux qui ont un métier non interchangeable,
une maîtrise, ou d'ailleurs un capital, on va en parler, parce que c'est également l'établissement de capital, d'argent, de force d'argent. Ces individus-là ne sont pas interchangeables, mais par contre les autres, les travailleurs, sont totalement interchangeables. Et paradoxalement, plus il y a de lois pour protéger un individu, en réalité, plus cet individu est interchangeable, contrôlé, totalement maîtrisé, soumis, etc., etc. Alors, nous sommes donc au point numéro 4. C'est le début de la perte de la liberté individuelle, l'homme devient interchangeable. Au niveau politique, cela veut dire quoi? C'est le droit individuel face au système de plus en plus complexe des sociétés-nations. Alors, une société-nation va établir un certain nombre de lois de plus en plus complexes afin, entre guillemets, de protéger les plus faibles pour les rendre au niveau droit public égal devant la justice. Mais bien évidemment, nous le savons, vous et moi, que c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que dans cette complexification des sociétés, dans ce nouveau système messianique, il y a l'établissement du capital. C'est-à-dire que les classes qui commencent à prendre le pouvoir acquièrent la terre. La terre qui est le premier capital, qui va distinguer ceux qui maîtrisent le capital et ceux qui le subissent. En d'autres termes, la classe dirigeante et la classe travailleuse. Dans la société clanique initiale, les deux individus ne possédaient pas la terre. C'était des sociétés de chasseurs-cueilleurs, ou même après des sociétés, on va dire, en mouvement, des sociétés qui n'étaient pas sédentaires. La terre appartenait à tout le monde et à personne. À partir du moment où les sociétés se sont complexifiées, c'est-à-dire à partir du point numéro 2, et plus tard, c'est devenu divin avec le point numéro 3, le messianisme, le monothéisme, les dirigeants, les classes dirigeantes, c'est-à-dire les prêtres, en premier lieu, les rois, la force, les guerriers, si vous voulez, vont posséder la terre. Donc c'est le capital initial, le capital le plus important. Ils vont posséder la terre. C'est l'établissement de la nation. L'établissement de la nation, c'est un territoire. Alors, il y avait avant des territoires, bien évidemment, mais bon, la nation le définit clairement. Ce territoire devrait appartenir de manière équitable et égale, enfin pas égale, mais équitable, à tous les individus de la nation. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce capital appartient à une minorité. Et c'est là le début c'est la mère de toutes les injustices. D'accord ? Ceux qui possèdent la terre et ceux qui ne possèdent pas de terre. Et c'est un point extrêmement important parce que c'est ce point-là qui va justifier toutes les guerres. La majorité des guerres sont liées à la possession de la terre. D'accord ? Et le messianisme n'est que ça. C'est la terre, c'est le paradis perdu. Dieu a chassé l'homme et la femme du paradis perdu car ils ont fauté. Donc ils ont perdu leur terre initiale, leur capital, et dès lors, ils ne font que chercher leur terre promise. C'est comme ça que les États-Unis sont nés, c'est comme ça que l'Afrique du Sud est née. C'est un syndrome, c'est une marque, c'est une damnation qui, encore aujourd'hui, est d'actualité. Et si nous voulons changer de système radicalement, c'est un point important à changer. Nous en parlerons après. Donc il faut bien le comprendre. Les nations s'établissent. Hélas, la terre, le capital initial n'est pas partagé, il appartient à peu, et le plus grand nombre ne possède pas de terre, ou peu, ou s'endette à vie pour essayer d'acheter un morceau de terre, qui est le capital le plus important pour les êtres humains, c'est-à-dire avoir un endroit où vivre dignement.
Alors, nous sommes au point numéro 4. Au niveau politique, je disais, le droit individuel face au système de plus en plus complexe des sociétés-nations. Alors, effectivement, ce paradoxe, afin de protéger l'individu qui n'a pas de capital, qui n'a pas de terre, la classe travailleuse, on va établir un certain nombre de lois pour soi-disant le protéger, le cadre, mais en réalité, c'est pour le cadrer, pour le contrôler, pour qu'il ait une impression de bien-être, mais qui est totalement illusoire, hein, qui n'existe pas. Alors, nous allons aborder le point numéro 5. Alors, au niveau de l'histoire, là, nous allons parler de la Révolution française, l'établissement d'une république moderne. Alors, la Révolution française est extrêmement intéressante, car c'est la mère de toutes les révolutions socialistes qui vont avoir lieu par la suite. Alors, petite parenthèse, que ce soit du fascisme ou du communisme, ce sont toutes des révolutions socialistes. Hein. Le socialisme en soi est une chose que nous voulons tous vivre dans un monde équilibré, avec un partage des ressources, dans une famille, lorsque nous mangeons ensemble, les parents et les enfants, nous partageons, n'est-ce pas? Le père ne va pas manger toute la viande, et les enfants, enfin dans une famille normale, hein, ça peut arriver bien sûr, mais en général nous partageons toujours avec ceux que nous aimons, avec ceux de notre clan, nous partageons de manière tout à fait égale, et c'est naturel. C'est quelque chose qui est fondamentalement naturel pour nous. Donc nous sommes tous socialistes, quelque part. Mais la Révolution française est un socialisme, encore une fois, messianique. C'est-à-dire que un petit nombre, ceux qui savent, ceux qui ont l'intelligence, vont établir par la force, donc par une prise de pouvoir violente, un système de dictature afin de rendre l'humanité heureuse dans l'établissement du paradis terrestre. Alors, c'est très important de bien le comprendre. Et la Révolution française en est un exemple flagrant. Et nous sommes, nous, en France, toujours sous l'égide d'égalité, fraternité, enfin, pardon, de la Révolution française. Nous sommes toujours sous cette fausse illusion de droit, d'équilibre, de justice, égalité, fraternité, liberté. Mais c'est totalement faux, cela n'existe pas. Nous le verrons après. Donc, point numéro 5, la Révolution française, la mère de toutes les révolutions messianistes qui auront lieu par la suite. Donc, au niveau philosophique, c'est quoi? C'est la volonté d'imposer au nom de ceux qui savent le paradis terrestre à tous. C'est-à-dire qu'il y a une minorité d'individus qui ont une connaissance, qui savent, qui ont une sorte de dogme philosophique, dans le sens où ça peut être religieux d'ailleurs, hein, spirituel, voilà, ils savent, ils détiennent la vérité, mais le plus grand nombre vit dans l'ignorance, il faut les éduquer, mais pour les éduquer, ben, voilà, il faut établir un système totalitaire afin de nettoyer, d'épurer, pour rendre la société pure. Hein. Cette notion de pureté est très, très importante parce qu'elle est liée aux religieux, c'est-à-dire les élus, le peuple élu, les individus élus par le Créateur doivent être purs. D'accord ? Et donc les autres, ceux qui ne sont pas choisis, sont les impurs. Hein. Cette notion de pureté et d'impureté est quelque chose que nous retrouvons dans tous les systèmes religieux, monothéistes, hein, adamiques, c'est-à-dire chrétiens et musulmans et hébraïques, juifs, bien sûr, plus ou moins à des niveaux, des degrés différents, mais c'est la même chose. Hein. Et au niveau politique, on retrouve cela, bien évidemment. Alors, l'hitlérisme en fut un exemple, un paradoxe, une catastrophe historique, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire en fait, il y a ceux qui sont purs et il y a les impurs. Alors, ça peut être politique, ça peut être racial, ça peut être religieux, mais c'est la même histoire. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord ? Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas.
les élus, les non-élus. Et le but est l'établissement du paradis terrestre, du paradis religieux, spirituel, ce que vous voulez, après la mort, ou dans notre vie. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va imposer par la force, au nom du bonheur, une contrainte sur le plus grand nombre, afin qu'en réalité, ceux qui savent, les élus, la classe dominante, puissent vivre, elle, dans un espace de paix qui lui convient, et les autres, on les éduque. Voilà, on les éduque, et on verra bien ce qui se passe. Alors, c'est extrêmement important de comprendre ça, hein, parce que tant qu'on est dans ce mécanisme de politique, ou philosophique et politique, rien ne changera. Rien ne changera. Hein. Donc, au niveau politique, le point numéro 5, donc, c'est la première dictature messianique au monde. Donc, la Révolution française. Alors, cette révolution va déboucher plus tard sur un autre régime, un peu plus libéral, un peu plus équilibré, celui de Napoléon, qui est intéressant, avant qu'il devienne lui-même empereur, hein, qu'il redevienne un roi. Mais il y a eu des années, il y a eu une période où il y a eu une vraie volonté de créer une Europe citoyenne, une Europe des nations et des individus où un certain socialisme aurait pu naître. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que pourquoi? Parce que l'homme est hélas fondamentalement égoïsme, ce qui est un égoïsme de survie naturel, hein, mais voilà, on a tendance à après tirer profit à soi d'une manière incontrôlable. Et c'est quelque chose, quand il n'y a plus de contre-pouvoir, ce qui est devenu Napoléon, qui n'a plus de contre-pouvoir à partir du moment où il s'est lui-même établi empereur, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, les abus sont de fait établis. Hein. Voilà. Alors maintenant, nous allons aborder le point numéro 6. Donc, dans l'histoire, nous allons parler de la guerre civile américaine, le début de l'ère industrielle. Alors, c'est très intéressant. En France, nous avons tendance à ne pas prendre en considération la guerre civile américaine. Et pourtant, c'est l'établissement de l'ère industrielle dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. La guerre civile américaine est en réalité un changement de monde. Le Sud, alors tout ce que je dis là est bien évidemment schématisé, raccourci, c'est plus complexe que ça, le monde n'est pas binaire, mais bon, voilà, de fait je suis obligé de faire des raccourcis, des simplifications pour faire une synthèse. Le Sud des États-Unis vit dans l'ancien monde, le monde de la tradition, c'est-à-dire où la religion, les valeurs humaines, le catholicisme en grande partie, le peuple de Dieu, hein, voilà, les gens vivent dans la tradition. Oui, il y a des esclaves, bien sûr, mais faisons une petite parenthèse ici. L'esclavage n'est pas quelque chose que les Blancs ont créé dans le Nouveau Monde. L'esclavagisme a toujours existé et existe encore aujourd'hui sous une forme différente. Hein. L'homme est le premier moyen de production. Hein. L'homme est le premier moyen de production. Donc, quand quelqu'un a un capital et exploite des individus pour fructifier son capital, c'est de l'esclavagisme. Hein. C'est une relation de soumission. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et les Celtes furent mis en esclavage par les Romains, l'Afrique du Nord, les Arabes ou les Maghrébins ont eu un système d'esclavage extrêmement important. Voilà, je veux dire, toutes les nations, en Chine, dans le monde entier, la première ressource, c'est l'homme exploitant l'homme. Donc, c'est rien de nouveau. Alors maintenant, après, ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que
mis à part quelques psychopathes, mis à part quelques malades, pourquoi allez-vous maltraiter votre force de travail? Pourquoi est-ce qu'un un blanc en Amérique aux États-Unis du Sud serait un tortionnaire avec ses esclaves? Bien au contraire, il est fort probable que plutôt il va bien s'en occuper. Les esclaves coûtent cher, il faut les entretenir. Voilà, je veux dire, il faut arrêter cette image totalement fausse mis à part quelques cas sans doute qui ont existé. Hein. Les esclaves n'étaient sans doute pas si maltraités que ça. Dans cette société du Sud traditionnelle, où la religion était importante, où les individus étaient importants, d'autant plus que c'était des centres de production agricole. D'accord ? Donc le Sud des États-Unis représentait cette société on va dire, de la tradition, et le Nord représente la société du modernisme. C'est-à-dire que le Nord est déjà dans l'ère industrielle, veut automatiser les tâches, l'individu devient totalement interchangeable, un outil de production, des statistiques de production, un rendement de production. C'est totalement différent. Bon, alors les causes de la guerre, elles sont totalement économiques, hein, elles ne sont pas du tout pour libérer les pauvres esclaves du Sud, c'est totalement économique, c'est des purs problèmes de capitaux, de taxes et ainsi de suite. Mais le fait est que, après cette guerre, on va dire que le Nord prend le pouvoir et impose sa vision philosophique et politique au reste du monde. C'est-à-dire une société de la production, la société de l'ère industrielle, où les hommes sont totalement soumis aux techniques, à la technologie. Seuls les élus, parce que le Nord est protestant, hein, il faut bien le comprendre, d'accord ? Et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le messianisme. Hein, pour les protestants, notamment les calvinistes par exemple, hein, vous êtes élus par Dieu, donc vous êtes les choisis. Donc les WASP, hein, les blancs nord-américains, sont les choisis, ils ont leur paradis terrestre retrouvé, qui sont les États-Unis, et ils établissent le plan messianique, c'est-à-dire eux savent, au nom de Dieu, ils sont choisis, eux savent, et vont établir par la force et par la contrainte le paradis tel qu'ils le pensent, c'est-à-dire un paradis du capital et de la production. Hein. Il faut produire, il faut exploiter. L'homme est un bien de production, totalement interchangeable, là, du coup, et ce messianisme n'est pas pour tout le monde. Le paradis n'est pas pour tout le monde, il est pour les élus. Hein. Il faut bien le comprendre. Donc, cette guerre civile américaine, ce point numéro 6, c'est la fin de la société traditionnelle et religieuse du Sud, hein, où il y avait une réelle volonté de partage, hein, dans le sens catholique. Hein, le peuple de Dieu, que vous soyez noir ou blanc, hein, pour un catholique, cela n'a pas d'importance, vous faites partie du peuple de Dieu. Pour les WASP nord-américains, c'est une société racialisée. Hein, vous faites partie d'un groupe d'élus. Ce groupe d'élus doit dominer le monde parce que c'est la mission qui lui a été attribuée par le Créateur. Et dans cette mission, il faut exploiter les ressources et l'individu est une ressource parmi d'autres. Cette société-là, c'est celle qui a pris le contrôle du monde. C'est celle qui a pris le contrôle du monde et c'est toujours elle qui régit le monde aujourd'hui. Donc c'est le point numéro 6. Alors au niveau politique, l'homme devient un outil de production interchangeable, la dictature du profit. Alors là, nous rentrons au-delà du capital terrestre, de la terre, qui était dans les sociétés traditionnelles, on exploite la terre, etc. Là, c'est le capital qui va devenir financier. D'accord ? C'est l'industrialisation, les usines, la production, etc. et la finance. D'accord ? Et la grande finance, c'est-à-dire la finance, le capital argent, les placements, hein, les intérêts,
la rente, et ainsi de suite. Hein, tout ce qui va à l'encontre du bien-être humain. Donc ça, c'était un point important, parce que la guerre civile américaine marque ce tournant. Le monde rentre dans une nouvelle ère industrielle. Les protestants ont gagné la dernière guerre contre les catholiques. La guerre des religions se termine avec la guerre civile américaine. Voilà, ce changement de société démarre là, à ce point-là. Alors, maintenant, nous allons aborder le point numéro 7. Le dernier point. Donc, au niveau historique, société de la dictature molle, c'est notre ère, c'est dans lequel nous vivons, le droit absolu de l'individu qui n'a plus aucune liberté. Nous sommes dans un paradoxe total. Donc, au niveau philosophique, c'est la société de la culpabilisation dans laquelle nous sommes, l'auto-asservissement, avec un point, un focus, on pourrait dire, hein, une concentration de l'origine de tous les problèmes dans l'homme blanc. L'homme blanc est coupable. Coupable d'avoir colonisé le monde, coupable d'avoir détruit la planète, coupable de tout, de tout. Alors, ce point est important parce que, nous y reviendrons après, nous savons que si demain une révolte s'organise ou un changement de société s'organise, il est fort probable qu'il vienne d'Europe et de la classe, de la petite bourgeoisie, du petit artisanat, de la classe moyenne blanche européenne. Au niveau politique, ça veut dire quoi? C'est la caste mondialiste prend le contrôle du monde. Les États souverains doivent disparaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu que suite à la guerre civile américaine, les WASP prennent le contrôle de l'ère industrielle. Hein. D'ailleurs, en fait, ce sont les Anglais. Hein, les Nord-Américains, ce sont les Anglais. Pour vraiment schématiser, c'est les Anglais qui gagnent face aux Français. Hein. C'est les deux mondes. La France était encore, dans cette époque-là, dans un catholicisme de la tradition, de la paysannerie, un monde où les individus, chaque individu compte plus, ne sont moins interchangeables. Et les Anglais sont déjà dans l'ère industrielle, c'est-à-dire en fait que l'individu est une force de travail pour l'industrie qui est possédée par le grand capital, ceux qui possèdent, et derrière se développe après la finance, les intérêts, et ainsi de suite. Hein. Donc on peut résumer ça comme ça. Et Marx attend la révolution socialiste. Où? En Angleterre. Pas en France et encore moins en Russie, qui sont des pays agricoles. Il l'attend en Angleterre. Ce qu'il étudie, c'est l'industrie anglaise, qui, rappelons-le, exploite les enfants, il n'y a pas de jour de repos, enfin, il faut se rendre compte des conditions de travail de cette époque, au nom du rendement, au nom des intérêts. Le contresens absolu du bien-être humain. Hein. Pour qui? Pour les élus. Pour cette minorité qui, elle, vit extrêmement convenablement dans un espace de paix protégé par la force de violence de l'argent, du capital. Ils sont choisis par Dieu, ce sont les élus, et voilà, exploiter les autres n'est pas un mal, c'est la condition sine qua non de leur propre bonheur. Donc Marx attend la révolution socialiste en Angleterre. Mais elle n'aura pas lieu en Angleterre parce que les Anglais ont senti, enfin la classe dominante anglaise a senti le vent tourner et ont commencé à adapter des lois, ont commencé à donner des soupapes de sécurité pour que la classe ouvrière ne se révolte pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi la dictature molle. D'accord? La dictature molle, c'est quoi? La société s'est tellement complexifiée que l'individu est noyé dans un semblant de loi pour le protéger, dans un semblant de bien-être, de sécurité,
La médecine en Angleterre aujourd'hui, par exemple, est totalement gratuite, comme en France, hein, on a tendance à l'oublier. L'individu, c'est-à-dire le travailleur consommateur de base, a tout juste de quoi survivre. Il peut aller se faire soigner quand il le faut, plus ou moins. Mais voilà, on le maintient dans un état pour qu'il ne se révolte pas. C'est la société de la dictature molle. Et pour contrebalancer ça, aujourd'hui, il y a un courant de culpabilisation. La classe moyenne européenne blanche doit s'auto-asservir, elle doit s'auto-condamner, s'auto-confiner, elle doit elle-même être son propre bourreau. Alors là, on arrive dans un paradoxe total, hein, et il faut le comprendre. C'est extrêmement important parce que l'auto-asservissement est ce qu'il y a de plus pernicieux. Hein. L'ennemi est flou, c'est soi-même, nous sommes l'origine de tous les maux, le mal absolu, tout vient de nous, les hommes blancs, de la classe moyenne, nous polluons, nous détruisons la planète, voilà. Donc, alors, au niveau politique, la caste mondiale, les WASP, hein, cette classe, ce monde capitaliste anglais, anglo-saxon. Alors, mon discours est une fois plus binaire, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, il n'y a pas les méchants et les gentils. Il faut bien comprendre, le mal n'est jamais fait au nom du mal. Mis à part pour quelques grands malades mentaux, vous faites toujours le mal au nom du bien. Donc pour cette caste, pour ces gens, ils veulent établir par la force molle un système dans lequel ils pensent que nous allons être heureux. Hein, ils font cela au nom du bien. Personne ne fait le mal au nom du mal. Alors, aujourd'hui, cette caste, ces oligarques ne veulent plus de nations. Hein, il faut que les nations disparaissent. Alors, vous vous souvenez, le point numéro 4, ce fut la guerre civile européenne qui déboucha sur les nations souveraines. Petit à petit, ce système politique se dégrade, s'est dégradé pour arriver aujourd'hui dans un système où il ne faut plus de nations. Pourquoi? Parce que si une nation retrouve sa souveraineté, si une nation retrouve un socialisme juste, si une nation réveille son peuple, ou si les individus se réveillent, sortent de ce trauma, de cette culpabilisation, de ce auto-asservissement, de ce auto-confinement, pour se révolter, ils vont reprendre le contrôle de leur nation. Ils vont le faire. Et ça, c'est ce que ne veulent pas cette classe dominante. Ils ne veulent absolument pas que cela puisse arriver. Une fois de plus, pour notre bonheur. Hein, comprenez-le bien. Donc la classe mondialiste, depuis la guerre, on va dire depuis la guerre civile américaine, a pris le contrôle du monde. Et aujourd'hui, on arrive au sommet, si vous voulez, de ce système politique qui est le transnationalisme, c'est-à-dire il faut enlever toute nation souveraine, il ne faut pas que les individus puissent prendre le contrôle de leur nation, puissent se révolter. Pourquoi? Pour établir un mécanisme total, planétaire, où les élus auront le capital, le rendement, le bonheur, leur espace de paix bien à eux, et où les autres sont des outils de production protégés par un ensemble de lois, avec un contrôle sanitaire, avec un minimum social. Nous serons des travailleurs consommateurs, bien soumis, bien dociles, voilà. Netflix, le soir, vous rentrez, vous travaillez, vous faites vos heures de travail, vous êtes suivi médicalement, on vous soigne, c'est un beau cheptel. On nous maintient, on nous crée des artifices,
on nous endort, on nous contente pour nous maintenir dans un état de soumission, d'auto-soumission. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement vicieux. Il faut le comprendre et il faut, pour cela, se réveiller. Et pour se réveiller, il faut aller à l'inverse de ce qu'on nous a inculqué depuis 40 ou 50 ans. Il faut faire un effort, il faut sortir de notre paresse quotidienne, et il faut s'instruire, il faut se rééduquer et se réapproprier notre contrôle politique. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qui demande une attention, une concentration. Et là, c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de ce que nous vivons. Parce que ce n'est pas en regardant Netflix que vous allez faire de la philosophie, faire de la politique. Il faut lire, il faut vous instruire, il faut vous éduquer, et ça demande un effort. Il faut arrêter d'avoir une nourriture physique et intellectuelle trop grasse. Hein? Cette nourriture grasse, intellectuelle et physique, nous condamne à la paresse. Et c'est cette paresse qui rend l'auto-asservissement possible. Cette société de la dictature molle, cette société de la culpabilisation, c'est nous-mêmes qui l'entretenons. C'est parce que nous en sommes les premiers complices. Donc il faut se faire violence. Hein. Alors, bon, cet exposé est terminé. Nous avons vu un cheminement qui nous a amené d'une société clanique, on va dire, dans un socialisme primitif, de survie, où chaque individu est important. Dans un groupe de 20, 30 individus, si 5 individus meurent, vous comprenez bien que ce groupe est en danger. Dans une nation, si 5 individus meurent, ça passe comme une lettre à la poste, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que les dictatures peuvent exterminer un quart de sa propre population. Ça n'a pas d'importance. Alors quelle est la solution? Comment pouvons-nous faire pour mettre en place un nouveau paradigme? Il y a des pistes. D'abord, il faut se réveiller, c'est la première des choses. Il faut prendre conscience que nous sommes nous-mêmes les premiers complices de ce système, par notre soumission physique, intellectuelle, philosophique. Donc il faut prendre conscience, il faut faire un travail d'éveil, il faut se sortir de cette paresse intellectuelle et physique dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous nous contentons. Une fois que vous avez fait cette première démarche, nous pouvons étudier des systèmes politiques. Parce qu'il faut faire un changement radical. Nous sommes dans le même système politique, je veux dire, depuis que nous subissons le messianisme. C'est-à-dire la recherche, c'est-à-dire un groupe d'individus sachants qui veulent imposer le bonheur terrestre au plus grand nombre par la force, par la violence, par la soumission. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés de détenir la vérité. Et comme il n'y a plus de contre-pouvoir, ou comme si ce contre-pouvoir est tellement faible, eh bien, on ne peut plus les arrêter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus réel de contre-pouvoir. Donc, il faut reprendre le pouvoir. Donc, il faut se réveiller. Il faut faire un régime. D'accord? Il faut évacuer tout ce gras intellectuel qui nous bloque. Tout ce gras physique également qui nous maintient dans une sorte de statut de digestion permanente. D'accord? Il faut de nouveau avoir faim et de nouveau acquérir cette agressivité de survie qui peut nous rendre dangereux
agressif, pas violent, dangereux, agressif, et qui va nous permettre de sortir de ce système. Alors ensuite, les solutions. Bon, bah, écoutez, il y en a plusieurs, il y en a plein des solutions. Étienne Chouard en propose. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a le problème du capital, c'est-à-dire le premier capital qui est la terre, le sol. Hein. À mon sens, là c'est personnel, je vais vous expliquer ce que moi je préconise. Et là, je m'inspire d'Otto Strasser. Hein, qui est Otto Strasser? Otto Strasser fut un membre du national-socialisme allemand. Alors là, il faut bien expliquer les choses. Hein, je vais vous faire une petite parenthèse. Le national-socialisme, ce n'est pas Hitler. Hein. Vous le savez peut-être ou pas, mais Hitler fut un pion envoyé pour étudier ce parti des travailleurs allemands. C'est l'armée qui l'a envoyé, on va dire la police militaire, pour étudier ce parti. Et puis il s'est trouvé là-dedans et il a senti une opportunité pour en prendre le contrôle. Ce qu'il fit, ce qu'il fit. D'ailleurs, le point marquant, ce fut la nuit des longs couteaux, où Hitler tua la majorité de l'ancienne garde, des SA, de Röhn, du frère d'Otto Strasser, Grégoire Strasser. Il extermina en fait tous les national-socialismes pour lui prendre le pouvoir, financé par la grande bourgeoisie allemande, pour lutter contre le bolchevisme, pour lutter contre le socialisme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Hitler va établir, financé, je le rappelle, par la grande bourgeoisie et l'industrie allemande et également américaine, Ford entre autres, pour établir une dictature militaire afin de lutter contre le bolchevisme, qui était l'ennemi de tous les capitalistes. Mais ce que nous avons oublié, à cause des crimes ensuite perpétrés par Hitler, de l'histoire, de la Shoah, les chambres à gaz, etc., etc., tout cela a fait que, par exemple, un philosophe comme Carl Schmitt ou Otto Strasser ont été totalement mis dans un placard, fermés à double tour et oubliés. Alors aujourd'hui, nous parlons de souverainisme social. Mais qu'est-ce que c'est le souverainisme social? Le souverainisme, c'est le nationalisme, et le socialisme, c'est le socialisme. Donc en réalité, que ce soit tous les souverainismes sociaux, c'est du national-socialisme. Donc regardons ce que Otto Strasser a proposé. Étudions les textes. Et qu'est-ce qu'a proposé Otto Strasser, qui, je le rappelle, fut condamné à mort par Hitler, son frère fut assassiné durant la nuit des longs couteaux, la tête d'Otto Strasser fut mise à prix par les services secrets nazis, et on a tenté de l'assassiner un certain nombre de fois, il a réussi à survivre, il s'est réfugié, et il est retourné en Allemagne de l'Est par la suite, où il a fini ses jours. Alors, le national-socialisme d'Otto Strasser est très intéressant. Le point primordial, c'est justement à qui doit appartenir le capital premier, c'est-à-dire la terre, le sol. Eh bien, ça doit appartenir à la nation composée des individus. Donc, le sol, la terre, doit appartenir à tous. Alors, ce n'est pas du bolchevisme, ce n'est pas la même chose. Il y a des grandes différences. On peut simplifier ce que son frère avait dit. Le national-socialisme, c'est prendre à la droite le nationalisme sans le capitalisme et prendre à la gauche le socialisme sans l'internationalisme. Voilà, un bon résumé. Alors, donc, Otto Strasser proclame que la terre doit appartenir à tous les individus, c'est-à-dire à la nation, dans une nation juste et équilibrée, avec des contre-pouvoirs, au sens
au sens que ce n'est pas une minorité qui peut détenir le pouvoir absolu. Hein. Ça ne peut pas fonctionner. Alors lui, il appelle les guildes de travailleurs, des sortes de syndicats, etc. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais enfin, je vais vous énoncer les points les plus importants. Donc la terre, le capital primaire, le capital le plus important appartient à tous. Ensuite, il est redistribué sous forme de droits d'utilisation hein, pour des paysans. Alors à cette époque, effectivement, dans les années 20-30, la paysannerie était toujours très importante, hein, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. Mais il n'empêche que le sol ne doit pas appartenir à quelques individus. Le sol ne doit pas être un capital d'exploitation. Il doit être à tous, appartenir à tous. Ensuite, il est cédé pour 50 ans, 30 ans, enfin voilà, là, différentes solutions sont possibles afin de l'exploiter. L'entreprise privée est totalement libre dans ce système. Bien au contraire, il n'y a aucune contrainte. Mais on ne peut pas, peu ne peuvent pas détenir ce capital au nom de leurs profits et de leurs intérêts. Le sol doit être distribué équitablement et appartenir à l'État. Et ensuite, le deuxième point qui est très intéressant, c'est que l'État doit avoir suffisamment de parts dans toutes les sociétés, on va dire de plus de 100 personnes, ou toutes les sociétés stratégiques. L'État doit avoir suffisamment de parts afin de contrôler toute évasion. Alors, ça veut dire quoi? C'est que dire qu'une entreprise appartient aux individus. Alors bien sûr, il y a un dirigeant, il y a une hiérarchie, ce n'est pas du communisme, ce qu'il propose, mais l'État doit garantir les intérêts du peuple vis-à-vis du capital. Une entreprise ne peut pas être vendue à un pays étranger ou à des capitaux étrangers sans que cela soit concerté avec tous ces travailleurs, avec tous les individus. Donc ça veut dire quoi? L'État a suffisamment de parts de blocage, une minorité de blocage dans chaque entreprise stratégique ou de plus de tant de travailleurs. Hein, voilà. Ça c'est le point numéro 2. Et ensuite le point numéro 3, c'est que bien évidemment il faut être souverain. Une nation ne peut exister que si elle est souveraine avec une frontière. C'est la frontière qui définit une culture. C'est la frontière qui définit un groupe d'individus. Parce que nous nous déterminons vis-à-vis de l'autre. D'accord? Mais ce n'est pas pour cela que la guerre doit être la règle. On peut très bien créer une Europe des nations souveraines, dans une Europe de collaboration, avec des intérêts communs, avec, pourquoi pas, une armée commune, partagée, où on peut mettre des ressources ensemble. Voilà, tout est envisageable, là c'est à étudier, mais voilà les grands principes. Ensuite, on peut envisager effectivement d'avoir un représentant. Alors, le problème de la démocratie actuelle, c'est de ce cirque de démocratie, c'est les élections. Alors, le système des élections est un système totalement corrompu par des forces capitalistes, par des lobbies industriels et d'argent financier. Et donc, on est dans une course au marketing, on place des pions, c'est du show. Et en réalité, pour avoir la même chose. Donc voilà. Donc le système d'élection tel que nous l'avons aujourd'hui, présidentiel, est totalement ridicule, et ça, il faut l'arrêter. Alors, Strasser dit qu'il faudrait avoir un président à vie. Alors là, bon, on peut décider autrement, on peut faire une sorte de compromis avec certaines idées, de choisir un groupe d'individus tirés au sort pour diriger l'État pendant un certain nombre d'années, etc. Mais il nous faut tout de même un représentant de la nation. Alors, ça pourrait être un roi, par exemple, ou quelqu'un élu à vie.
Mais cette personne ne doit avoir qu'un pouvoir de représentation. Il représente la nation à l'extérieur. Il représente la nation également à l'intérieur. Voilà, c'est le représentant de la nation, le porte-parole de la nation. Alors cette personne doit bien évidemment avoir des qualités indéniables pour représenter notre nation, une nation. Ensuite, face à cela, alors ce représentant n'a aucun pouvoir politique direct, mais il a un pouvoir d'avis, de représentatif. Voilà. Face à lui, il pourrait y avoir effectivement un tirage au sort qui met en place une dizaine d'individus pour un temps N, je ne sais pas, 4 ans, 2 ans, et ce groupe d'individus serait donc les présidents, hein, ou les ministres, si vous voulez. D'accord ? Et ce groupe d'individus pourrait être accompagné par comment dire, un groupe de sages qui pourraient, eux, être non pas tirés au sort, mais proposer un groupe de sages, que ce soit philosophes, scientifiques, économistes, voilà, des spécialistes, des gens qui aident, mais qui ne vont pas décider. Ils proposent. Voilà. Bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, il y a d'autres pistes, mais ce qui est important, c'est, l'éveil, il faut se réveiller. Il faut faire un régime drastique. Il faut évacuer tout ce gras que nous avons aussi bien intellectuellement que physiquement pour redevenir des individus agressifs. Mais dans le bon sens du terme. Hein. L'agressivité quasi animale, c'est-à-dire ce qui nous rend vifs, ce qui nous rend intelligents. Parce que ce n'est pas en digestion que nous allons pouvoir acter, que nous allons pouvoir réagir. Hein. On nous maintient dans ce système de digestion permanent pour que nous soyons des somnolents. Vous comprenez ? Des individus qui, de temps en temps, se réveillent, qui se rendorment, etc. Donc il faut sortir de cet état de digestion. Reprendre le contrôle au niveau intellectuel, philosophique et politique. Alors, au niveau politique, voilà un système. D'autres sont possibles. En tout cas, il me semble qu'une règle principale est que le capital primaire, primordial, le primus, la terre doit appartenir à tous. Une nation appartient à ses individus. Alors là, faisons une parenthèse. C'est quoi un groupement d'individus ? C'est un groupement de gens qui peuvent vivre ensemble en harmonie. Alors, il y a un aspect linguistique, c'est mieux de parler la même langue, hein, ça c'est une évidence, ça paraît une autre évidence, mais enfin, rappelons-le, il faut avoir les mêmes moyens de communication. Ensuite, il faut une culture commune. Cette culture est celle que nous avons héritée de nos parents en général, mais elle peut également s'apprendre. Hein. Et ensuite, il faut une certaine homogénéité ethnique. Alors oui, bien évidemment que cela ne veut pas dire que des blancs, ou que des noirs, ou que des asiatiques. On se mélange, c'est la nature humaine. Mais il faut un équilibre. Sinon, c'est un changement. Il peut y avoir des changements. Rome a subi un changement. Voilà, les Goths ont envahi Rome, détruit Rome. Il y a des changements. C'est indéniable. Mais n'empêche que pour qu'une société soit équilibrée, il faut qu'elle ait une langue commune, une culture commune et une ethnie commune. Sinon, c'est le chaos. Ça définit un espace de paix, ça définit une nation qui doit avoir une frontière pour se définir vis-à-vis des autres nations souveraines qui, elles, ont une autre langue, une autre culture et une autre ethnie. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Hein. Il faut reprendre la souveraineté, mais ça veut dire reprendre le contrôle de sa frontière, de ses frontières. Ensuite, le sol doit, il me semble, appartenir à tous et être réparti, parce que la plus grande exploitation qu'il y a sur cette terre,
c'est l'endettement pour acquérir sa maison, son appartement. C'est le premier endettement mondial. Et ça, c'est une force de contrôle par la violence de l'argent qui est énorme. Il faut bien le comprendre. Quand vous vous endettez sur 30 ans, vous êtes un esclave. Un esclave. Et donc, vous n'êtes pas libre. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est le contrôle des entreprises. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme est l'homme, et face à un gain possible, face à un profit énorme, voilà, nous devenons fous, nous perdons le contrôle, et sans contre-pouvoir, nous sommes capables du pire. Donc il faut un contre-pouvoir. Et ensuite, le système d'élection dans lequel nous sommes est totalement ridicule, ça n'a plus aucun sens. Donc nous ne cherchons pas une dictature, nous cherchons un contre-pouvoir, un représentant de la nation élu à vie, ou un roi héréditaire, et ensuite un système de tirage au sort, pourquoi pas, avec un regroupement de sages, d'experts qui peuvent aider ces citoyens tirés au sort, ces ministres, pour prendre des décisions, bien sûr, avec des référendums possibles. Voilà, ce sont des pistes à étudier, mais qui sont importantes. Ensuite, le dernier point, avant de conclure, le dernier point, c'est l'énergie. Nous avons deux choses capitales, c'est la terre pour vivre, et l'énergie pour nous développer. Alors l'énergie au sens large, hein, c'est la nourriture, c'est l'électricité, c'est l'énergie. La plupart des guerres ont été faites pour le territoire, pour les espaces de paix, et les autres guerres sont toutes faites pour l'énergie. Voilà. Donc si nous contrôlons le premier point, c'est-à-dire le capital du territoire, par une nation souveraine où le territoire appartient à l'État, c'est-à-dire à tous les individus, et qu'il est équitablement réparti, il faut s'occuper du point numéro 2, l'énergie. Alors l'énergie, on peut essayer de la trouver sous forme de fossiles, hein, pétrole et autres, on peut la trouver sous forme nucléaire, bon, il y a différentes pistes. Mais il y a une piste qui est, à mon sens, mal exploitée, c'est que nous avons un astre, notre étoile, le Soleil, qui produit à chaque seconde une énergie gigantesque, gratuite, dans le sens où elle se produit sans nous, et que nous pourrions tout à fait exploiter et redistribuer à chaque individu, comme pour la Terre, comme pour le capital Terre, nous pourrions redistribuer ce capital énergie de manière équitable à chaque individu, afin que nous puissions enfin vivre dans nos espaces de paix, sereinement et dans la dignité. L'énergie solaire est suffisante. Nous avons les compétences techniques pour l'exploiter, non pas sur Terre mais dans l'espace. C'est une volonté politique. Il y a des lobbies face à cela extrêmement puissants, qui ne sont sûrement pas d'accord de rendre cette énergie quasi gratuite, comme la Terre, afin de la distribuer équitablement aux individus composant les nations souveraines. Voilà. Donc, voilà quelques pistes. J'espère que j'ai été suffisamment clair. C'est pas simple, c'est, une fois de plus, je le répète, synthétisé, simplifié, caricaturé. Le monde n'est pas binaire, les choses sont bien plus complexes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que personne fait le mal au nom du mal. C'est que même cette caste oligarque qui essaye d'imposer un bonheur messianique en nous engraissant intellectuellement et physiquement pour nous contenter, le fait sans doute de manière tout à fait honnête.
il n'y a pas un complot, je dirais, entre guillemets, satanique, ou voilà, les choses sont plus bêtes que ça, à mon sens. Je peux me tromper, bien évidemment. C'est un groupe d'opportunistes. L'homme fonctionne par opportunisme. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pourquoi faut-il contrôler les grandes entreprises? C'est que nous sommes des opportunistes, par définition, l'être humain. Si demain, moi, le premier, on me propose une somme d'argent suffisante pour dire, voilà, fais ceci ou fais cela, vends ton entreprise, trahis ton pays, c'est extrêmement tentant. Nous sommes corruptibles. Sans contre-pouvoir, nous sommes tous corruptibles. Alors bien sûr, le premier contre-pouvoir, c'est notre intellect. D'accord? C'est notre honnêteté intellectuelle. Mais elle a également une limite. Nous avons tous des limites. Donc il faut des contre-pouvoirs. Voilà. Il faut des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, cette oligarchie qui a le contrôle de la finance, ou ces grandes entreprises comme Apple, cela devient fou. Les entreprises privées ont quasiment des réserves d'argent plus importantes que certains pays. Que se passe-t-il? Il faut reprendre le contrôle du monde. Les individus doivent reprendre le contrôle du monde à travers leur nation souveraine. L'argent doit être contrôlé par les individus. La terre doit être contrôlée par les individus. L'argent doit être contrôlé par les individus. Avec un contre-pouvoir et dans un système de nations avec une frontière qui définit notre espace de paix, qui nous définit vis-à-vis des autres. Ce n'est pas cela qui va créer des guerres, bien au contraire. Si nous sommes dans un équilibre de nations, l'équilibre va toujours vers la paix. Les guerres sont toutes déclenchées par le déséquilibre. Bon, ensuite, il y aura des guerres. Nous sommes mus parfois par des émotions, nous sommes des êtres d'émotion. Voilà, la guerre existera toujours, l'homme s'énerve, nous sommes capables du pire et du meilleur, car nous sommes des animaux mus par nos émotions. Mais la différence avec les autres animaux, c'est que nous avons la possibilité de raisonner afin de contrôler ces émotions. Voilà, j'espère que cette explication va vous apporter quelques points d'éclairement, quelques pistes afin de réfléchir à de nouveaux systèmes, à un nouveau paradigme politique, à un changement réel et profond. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite tout le bonheur possible. Merci.